Merci de votre fidélité à notre antenne. Dans votre émission Émergence de ce jour, nous avons ainsi honneur d'avoir en plateau un jeune Togolais qui fait parler positivement surtout de lui à travers différentes réalisations. Son nom, Sename Kofi Agbojinou. Le nom vous dit forcément quelque chose. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons devoir passer à la loupe quelques points portant sur les innovations portées ça et là par la personne elle-même qui est en plateau avec nous. Sename, bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, quand on veut voir Sename, c'est pas aussi facile, hein? Vous êtes entre deux avions très souvent et c'est difficile de vous avoir. C'est un honneur de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Non, non, du tout, c'est relativement facile de m'avoir. La preuve, Oui. vous m'avez contacté la veille pour le lendemain et je suis parmi vous. Parfait. Nous allons nous intéresser un peu à ce que vous savez faire déjà. On va partir d'un point simple. Hub City, un concept que vous avez mis en place. D'abord, quand on dit Hub City, à quoi peut-on faire allusion? Alors, un hub, c'est une sorte de noyau objet à partir duquel on peut venir, en langage informatique, on dit plugger, plein de différents éléments. Et Hub City, c'est donc un concept qu'on a lancé il y a une dizaine d'années maintenant, pour dire que le futur des villes est technologique. C'est pratiquement une inéluctabilité. On va forcément tendre de plus en plus vers des villes où la technologie prend de la place. Et si on ne fait rien, les technologies étant le principal moteur du capitalisme d'aujourd'hui et les plus grandes villes étant promises pour ce continent, on risque de devenir, nous autres les Africains, le lieu donc où qui deviendrait en quelque sorte le terrain de jeu par excellence de la ville technologique et pas forcément dans notre intérêt si ce futur technologique était piloté depuis l'extérieur. Et pour ne pas rester juste sur une alerte, on a voulu développer une alternative, un compte-projet de ville technologique du futur, mais développé depuis l'Afrique. Et l'idée qui nous est venue, c'est d'installer des petits laboratoires dans les quartiers et qui fonctionneraient donc comme des hubs, et donc des lieux à partir duquel non seulement les populations pourraient converger pour développer de la technologie, mais qui irradieraient ensuite de cette technologie et permettraient de changer leur proximité grâce à toute cette émulation autour de solutions digitales qui se réaliseraient dans ces configurations assez uniques. Parfait, parfait. Donc ce Hub City, vous avez un point qui est intéressant. On va partir bien sûr de ça. L'architecture ou bien architecture néo-vernaculaire. Concrètement, c'est quoi? Alors c'est un peu, ça a été en quelque sorte mes premiers amours, l'architecture vernaculaire. C'est l'idée de pouvoir développer une architecture qui soit du lieu. C'est ce que ça veut dire, hein, vernaculaire. Pouvoir s'appuyer sur ses propres forces, utiliser des ressources du cru, des matériaux du cru, mobiliser des dynamiques locales, etc. Et il y a un lien avec Hub City parce que c'est le même esprit. L'idée, c'est de pouvoir fabriquer la ville technologique dans la proximité, que ce soit les gens du quartier eux-mêmes qui développent toutes les ressources et les solutions qui leur permettent de mieux collecter leurs déchets, de mieux communiquer entre eux, de mieux manger, etc., etc. Et on fait le pari qu'aujourd'hui les technologies sont suffisamment démocratisées pour que des quartiers à qui on offre des espaces sur le modèle de ces hubs dont je parle puissent s'organiser pour se prendre eux-mêmes en charge en termes de ce que serait le futur de leur environnement. Alors quand on parle bien sûr de cette architecture néo-vernaculaire, est-ce qu'on est dans le concret ou on est toujours dans la théorie? Donc là, l'architecture vernaculaire, pour faire simple, c'est l'idée que des gens produisent leur propre architecture et qu'ils ne soient pas sujets à une forme architecturale qui soit standardisée, internationale et qui donc forcément pourrait être subie
ou en tout cas ne recyclerait pas tout le potentiel du lieu précis. Ce n'est pas du tout une utopie, puisque c'est comme ça que les sociétés ont fonctionné partout, hein. Ils produisaient très localement leur architecture, et c'est avec le basculement dans les cités-États et la mise à l'échelle des sociétés humaines qu'on est de plus en plus allé vers une architecture un peu standardisée, portée par des lobbies industriels, etc. Alors ce que moi j'apporte, c'est la petite particule néo, pour dire qu'on peut faire du vernaculaire aujourd'hui, et que ce n'est pas forcément un renoncement au progrès ou donner dos à tout. De la modernité, non. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'architecture vernaculaire très moderne. Et on a les ressources, y compris dans le digital aujourd'hui, qui nous permettent de mettre au goût du jour des façons de faire très anciennes. Vous êtes architecte, si vous me le permettez. Comment l'on peut concrétiser tout cela? Quand on en parle, les gens se disent, c'est encore quoi? Oui, alors le néo-vernaculaire, c'est faire avec les ressources dont on dispose. Ce que nous disposons. Voilà. Et l'avantage, en réalité, quand vous parlez de ressources dont vous disposez, c'est que ça vous permet de vous émanciper d'un système qui n'est pas pensé spécifiquement pour vous. Parce qu'en faisant dans la proximité, vous faites à votre image, plus ou moins. Je pourrais mieux expliquer ça si vous m'en donnez l'opportunité, mais surtout, vous avez un impact environnemental qui est un peu mitigé, puisque à mesure que vous mobilisez dans votre proximité, vous êtes en moins dépendant de systèmes très globaux et forcément beaucoup plus polluants. Et vous êtes aussi moins intriqué dans un système économique international, et vous pouvez développer des originalités qui vous permettent d'être en quelque sorte autonome à la fois en termes de concept, donc de faire à votre image, d'avoir moins d'impact sur la nature par votre production architecturale, et surtout d'être comment dire, économiquement moins contraint par ce qui vous dépasse. Quand on sait qu'on est face à une modernisation qui ne dit pas son nom, on voit l'évolution dans tous les pays pratiquement. Est-ce que ça est de l'actualité, ce que vous dites? Oui, bon, systématiquement, enfin jusqu'à il n'y a pas longtemps et jusqu'à ce que moi je propose, on opposait forcément le vernaculaire à la modernité. On sait aujourd'hui que dans les villages, autres contrées un peu distantes des villes métropoles, on a ces constructions celles-là qui intéressent, où on a les frais naturels qui n'auraient, avec ça on n'a rien à envier avec ce qui se fait au niveau des capitales ou bien villes principales. Mais aujourd'hui, quand on va dire à un jeune, par exemple, ça, qu'est-ce qu'il gagne en faisant ça? Peut-être dépenser moins. Alors donc, qu'est-ce qu'il gagne? Il faut déjà faire tomber un verrou qui est mental, c'est-à-dire qu'il faut arriver aujourd'hui à expliquer à un jeune qu'en réalité c'est le vernaculaire qui est moderne. Si vous définissez la modernité par ce qui fait sens aujourd'hui, eh ben, le système de l'architecture internationale ne fait plus sens, parce qu'il nous met tout droit dans le mur sur un plan climatique, écologique, et même sur un plan purement philosophique en termes de bien-être, etc. Donc le vernaculaire, lui, est moderne parce qu'il nous permet des économies d'énergie, il nous permet de reconnecter avec l'environnement, reconnecter aussi avec d'autres humains, parce que c'est des façons de faire qui sont collectifs et moins industrialisés. Donc c'est ça la première chose à expliquer. Et quand vous avez expliqué ça, il y a des qualités beaucoup plus techniques. Si le vernaculaire dans votre lieu spécifique, par exemple, se réduit à faire en terre, eh bien, la terre a des qualités que vous n'obtenez pas si vous faites du tout béton, etc. Il y a des performances thermiques, un coût économique normalement plus réduit, etc. Mais surtout, ce que je veux dire, et ce qui est peut-être moi ma contribution, c'est que en réalité on ne peut plus opposer le vernaculaire au progrès. Parce que le progrès lui-même nous amène au vernaculaire. Si je prends le digital, les technologies du digital sont de plus en plus vernaculaires aujourd'hui, dans le sens où ils privilégient des systèmes de pair à pair, des systèmes collaboratifs, des systèmes récursifs qui en réalité fonctionnent bien
avec des façons de faire vernaculaires. Et tout l'effort de la Silicon Valley et de tous les espaces qui développent des produits finis technologiques aujourd'hui, c'est de détourner la technologie de sa vraie envie qui est d'être vernaculaire et de le mettre, en quelque sorte, de le forcer à rentrer dans le corset de la production pour l'industrie, pour le marché, etc. Mais si on arrivait à prendre des technologies à la source et qu'on les faisait passer par d'autres types de laboratoires qui sont moins verrouillés sur le marché et l'idée de faire de l'argent, on aurait des technologies qui nous permettraient de faire du vernaculaire, mais à l'échelle. Parfait, parfait. Aujourd'hui, quand vous allez d'un point A à un point B, le constat est là. Quand vous passez l'information, quel est le retour que vous avez souvent? Quand je défends mon néo-vernaculaire, oui. Bon, ça dépend des environnements. C'est vrai que paradoxalement, le continent qui a le plus à apporter sur cette révolution n'est pas celui qui est le plus prêt. Ce n'est pas encore un discours qui a pignon sur rue ici, mais les Occidentaux, eux, sont complètement en train de revenir du paradigme industriel, du paradigme international, et de plus en plus, on parle cette fois-ci très sérieusement et non plus seulement comme des considérations de hippie ou de bohème, de revenir à du vernaculaire et de faire de plus en plus local. Ce qui est triste évidemment, c'est que ce soit l'Afrique qui devrait initier cette révolution où cette conversation est la moins présente. Parfait. Quand on parle bien sûr de Web City, il faut parler de Web3, ou comment vous dénommez ça? Alors le Web3, c'est notre dernier intérêt. Bon, oui. Alors il faut peut-être que j'explique plus précisément ce que c'est que Hub City. Donc Hub City, on a commencé, c'était un concept, mais on a commencé à l'expérimenter très concrètement à Lomé depuis 2012. Et ah donc, oui. Oui. Donc ça fait déjà 10 ans de Ça fait 10 ans, oui. Et on a été relativement pionnier dans tout le mouvement tech au Togo. On peut même le dire que Hub City a accouché de la scène tech togolaise. Et donc Hub City procède par l'installation de laboratoires de quartier. Sur ces 10 années, on a réussi à en créer 2. On appelle ces laboratoires des WellLab. On a eu WellLab 0 vers Bossimé et WellLab Prime depuis 2017 à Pédocoin. Et autour de ces 2 lieux, ce qu'on a essayé de faire, c'est de développer des technologies qui impactent leur environnement. Qu'on puisse imaginer que les populations de Bossimé, parce qu'ils ont un lieu ressource dédié à l'émulation autour des technologies, puissent développer leur Facebook de proximité, leur GoZem de proximité, pour donner un exemple que les Togolais connaissent bien, et toutes sortes de plateformes, d'applications, de devices technologiques, mais depuis leur espace ressource à eux. Et donc on a toujours été très attentifs aux nouveaux signaux digitaux, aux technologies un peu avant-gardistes. On a fait ça avec l'impression 3D en s'emparant très rapidement de cette technologie en développant une à la mesure du quartier. On avait fait cette fameuse machine en déchets informatiques recyclés. Et le nouveau signal qui nous intéresse, c'est le Web3. Le Web3, c'est la 3e itération de l'Internet. Pour faire simple, on a maintenant un Internet qui pourrait potentiellement nous permettre de nous passer de médiateurs, tout l'espace qu'occupent aujourd'hui les réseaux sociaux et qui leur permet d'avoir un certain monopole parce qu'ils agrègent un certain nombre de données. Eh bien, on pourrait imaginer qu'on continue à faire de l'Internet tout aussi interactif, mais où il n'y a plus d'intermédiaires et où toutes les décisions sont un peu prises de façon collégiale et distribuée. Et donc, on s'intéresse beaucoup à cette technologie. On a lancé un projet, nous-mêmes à WellLab, dans le Web3, pour accompagner une levée de fonds qu'on fait actuellement. Et cela est facile d'accès à Lomé au Togo? Alors nous, on a un crowdfunding en cours pour lever des fonds. On vient de boucler entre guillemets, le premier tour de table avec 230 000 euros levés. Rien en Web3, mais le Web3 était une dimension de cet effort de lever de l'argent. Et ce qu'on a développé dans le Web3, c'est une plateforme qui s'appuie sur une autre plateforme qui s'appelle Juicebox, où donc les gens peuvent nous donner de l'argent, financer ce qu'on fait, mais en donnant de l'argent, ils acquièrent ce qu'on appelle des tokens, qui sont des droits de regard et de participation à la décision. C'est-à-dire que quelqu'un qui finance un WellLab aux États-Unis peut se retrouver désormais dans une sorte d'espace où il décide, vote pour chaque chose qui est faite au lab. Et le token lui-même est adossé
à un outil qui prend de la valeur. Et donc les gens, en réalité, ne font pas que financer, mais ils deviennent partie prenante de ce qu'on fait et ils peuvent eux-mêmes développer de la valeur par cet effort, cette contribution. Ah oui. Ouais. Alors, aujourd'hui, on sait que, vous l'avez dit, votre pays d'origine, c'est le Togo. Il y a plein de jeunes qui poussent ces gens d'idées. Est-ce qu'il y a un appui, une formation qui est faite à l'endroit de ces jeunes-là? Alors le Togo n'est pas que mon pays d'origine, c'est mon pays tout court, Oui, puisque oui. même si j'ai passé beaucoup de temps en France, j'ai jamais voulu avoir la nationalité. Ah oui, ça on le sait. C'est nommé quelqu'un qui est resté attaché à son pays depuis des années. Aujourd'hui, on veut encore avoir d'autres Séname Kofi Agbodjinou. Je pense que c'est tout à fait possible. Je n'ai rien d'exceptionnel. Il y a des formations qui sont faites, c'est là? Oui, oui. Alors, on est très centré sur la jeunesse, évidemment. Ce n'est pas par choix, c'est juste que forcément l'urbanité africaine est très jeune. Et donc, ce que fait WELAB, même si on a des programmes spécifiques comme Open Code Academy pour les enfants et Girl Boss pour les filles, c'est qu'on accueille tout le monde et on a l'ambition de faire en 3 mois de n'importe qui, même quelqu'un qui n'aurait pas été à l'école, une personne capable de mener une discussion, une conversation autour des nouvelles technologies, de leurs enjeux, de leur potentiel et se retrouver en position de développer des projets. Et donc, par le passage chez nous, on acquiert, on fait une sorte de veille un peu latente parce qu'on est dans une communauté où il y a des événements, il y a des cours, il y a des formations, on fait beaucoup de brainstorming, on développe des projets dans tous les sens. Donc c'est une espèce de formation, mais qui n'est pas didactique dans le sens où il n'y a pas une position de sommité qui délivre quelque chose qui est subi, oui. Mais ça se fait au quotidien et ça se renouvelle comme devrait l'être le savoir aujourd'hui. Web3, c'est votre dernier né. La suite, c'est quoi? Alors, ce qu'on a développé en réalité, c'est un DAO, on l'appelle UpCity DAO. Ça s'appuie donc sur une technologie ou un potentiel qu'il y a aujourd'hui qui s'appelle le Web3. Et la question, c'était le coup d'après, c'est ça? La suite? La suite? Oui. Alors, bon, la suite, ça, je ne vais pas trop en parler parce que ce n'est plus uniquement mon sujet, puisque oui. Avec la levée de fonds qu'on vient de faire, on est en train de restructurer complètement la structure. UpCity devient une coopérative avec une équipe mise en place et moi je vais me mettre un peu en retrait et la suite pour moi n'est plus directement technologique, mais j'ai d'autres projets dans le sport, dans la musique, etc. Et un projet ultime qui est une envie de disruption, mais cette fois-ci du politique. Ok. On va parler de l'imprimante 3D. Oui, l'imprimante 3D est forcément beaucoup associée à notre aventure puisque oui, c'est le, ça nous a beaucoup émerveillé. Voilà, le projet Wafat a été un peu notre mascotte pendant longtemps. Malheureusement, on n'a pas pu, embrayer sur du modèle économique et passer à, comme on veut le faire pour tous nos projets, à une capacité de monétiser avec ce projet-là. Mais on n'a pas abandonné, on a développé récemment, enfin relativement récemment, puisque ça fait quand même 3 ans, un petit frère de la Wafat qui est la Tavio, qui était déjà une imprimante beaucoup moins artisanale et relativement industrialisable. Et on a fait une pause, mais je pense qu'avec les ressources qu'on a réussi à rassembler, très bientôt on va se remettre à fond dans nos envies pour l'impression 3D. Et avec le désir ultime qui est de penser de l'impression 3D pour du bâtiment, donc imprimer de la maison. Ok. Et tout ça là, c'est pour quand à peu près? C'est pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, hein, oui. Si Dieu nous prête vie. On sait aujourd'hui qu'au Togo, le gouvernement met les moyens de côté pour pouvoir appuyer votre domaine. Qu'en est-il concrètement avec vous et les jeunes qui sont déjà là, qui ont soif de voir Séname les encadrer, tout ça là, avec le ministère de tutelle? Je ne sais pas, franchement, tout ça ne vient pas jusqu'à nous. Il doit y avoir forcément une raison qui est nôtre. Peut-être qu'on n'est pas assez souvent au ministère pour demander. C'est pas dans notre culture, dans notre éducation. On considère que quand on fait des choses et qu'on les fait bien et que ces choses parlent d'elles-mêmes, c'est aux décideurs de venir à nous. Donc c'est peut-être cette posture un peu de cette virilité ou cette fierté qui fait qu'on passe à côté, mais
Tous les efforts que vous saluez du gouvernement, je les salue aussi s'ils sont réels, mais je ne peux pas trop en parler parce que d'une façon ou d'une autre, on n'est pas impliqué, on n'est pas sollicité dans cette dynamique. Alors, l'un des points clés dont nous allons également aborder dans cette émission, vous dites que vous avez une grosse ambition pour le futur des villes africaines. C'est-à-dire continuer toujours avec cette stratégie qui consiste à s'appuyer sur le côté néo-vernaculaire de la chose, ou une ville qui va répondre aux attentes des autres villes qu'on voit déjà quand on parle de Paris aujourd'hui, on parle de London, on parle de Washington et autres. On a bien envie d'aller jeter un coup d'œil à ce qui se passe, on veut prendre certaines photos par-ci, par-là. Bah, je peux vous dire que ceux qui vivent dans ces grandes villes-là, eux, rêvent de venir à Lomé, à Dakar, de prendre des photos. Ils sont aussi, ils fantasment tout autant sur nos villes. Alors, une grosse ambition pour le futur des villes, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Blognet qui nous a fait l'honneur d'une récemment, qui a titré le petit dossier qui nous a consacré de la sorte. J'ai pas de grosse ambition. Tout ce que je fais, c'est que j'alerte. Ça fait 10 ans que je le fais sur le fait que la ville africaine pourrait être le plus gros problème que l'humanité ait jamais connu. La population va doubler très rapidement dans les 30 prochaines années et cette population va être majoritairement urbaine. Une urbanité comme on n'a jamais connu dans l'histoire de l'humanité. On parle d'un humain sur 6 qui vivrait dans une ville africaine. Ça va forcément produire l'apparition d'objets urbains un peu mutants, des villes qu'on n'a jamais vues. Et si ces villes se produisent dans une sorte d'impensé, il n'y a pas de planification, on les a pas anticipées, elles risquent de continuer à recycler ce fantasme, cette extraversion et cette sorte d'admiration de l'Ouest, de l'Occident. Et si on fait donc des villes sur le modèle occidental, l'Afrique va couler le monde entier. Et l'Afrique a une responsabilité aujourd'hui d'inventer une nouvelle urbanité. Alors moi je propose une alternative qui est UpCity, mais j'imagine qu'il y a forcément d'autres façons de penser un terrain un peu alternatif. Parfait. Alors quand vous jetez un coup d'œil aujourd'hui sur les villes africaines, quelle place occupe l'architecture dans tout son ensemble, puisque vous êtes vous-même architecte de... Il y a très peu d'architecture dans ce que je connais des villes africaines, de l'urbanité africaine. Il y a de l'inculture, il y a du fantasme, il y a cette envie... Pourtant, il y a des écoles qui forment. Alors, le problème des écoles, je vais encore m'attirer des ennuis, certainement. Le problème de la formation en Afrique, c'est qu'il y a très peu d'écoles. Il y en a pas autant qu'il faudrait pour former tous les architectes dont ce continent a besoin. Il y a une relative situation de monopole aussi dans la formation des architectes, puisqu'il y a certaines écoles qui, entre guillemets, sont censées être panafricaines et donc, par leur existence même, dissuadent des pays de créer des écoles, puisque c'est des contrats signés entre plusieurs pays pour n'avoir qu'une seule école. Et alors, normalement, c'est un outil formidable. Avoir une seule école, ça voudrait dire que si on a le bon esprit, on le diffuse largement sur le continent, puisque c'est la même école qui forme tous les Africains. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que l'esprit y soit. Donc, soit on fait une grosse réforme, une révolution pratiquement dans ces écoles un peu monopolistiques pour qu'elles comprennent quels sont les enjeux, que ce ne sont pas seulement des enjeux pour les Africains, mais un enjeu global pour l'humanité entière. Ou alors, on sort de cette situation monopolistique et on ouvre la possibilité d'avoir plein d'écoles, que je puisse faire ma première année à Lomé, la deuxième année au Bénin, pouvoir aller au Burkina, continuer, aller en Côte d'Ivoire. Et c'est le voyage, c'est le mouvement aussi qui fait un architecte. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant en France, il y a Erasmus qui nous permettait de bouger. On apprend presque autant en voyageant qu'en suivant les cours. Donc moi, je prônerais ou une réforme dans les écoles si on veut rester dans la situation monopolistique, ou qu'on démocratise l'ouverture des écoles et qu'il y ait le maximum d'écoles. Ça créerait une situation un peu de concurrence entre écoles qui ferait que le niveau monterait, ou au moins qu'on embrasserait réellement les enjeux de cette urbanité. Parfait. Alors aujourd'hui, quel lien peut-on établir entre Hub City et une Smart City?
Donc on peut dire très simplement que UpCity est une tentative de Smart City, mais qui n'est pas monopolistique. C'est-à-dire que dans notre projet à nous, la part belle n'est pas faite aux GAFA, aux Big Tech, à Google, Facebook, etc., qui demain risquent de développer toutes les technologies qu'on va faire, qui feront la ville smart. Mais nous, on essaie de faire de la Smart City grassroots, dans le sens où c'est les citadins eux-mêmes qui se retrouvent en capacité au moins de comprendre les technologies ou alors plus directement de les produire, de les contrôler, etc. Et surtout d'en tirer l'usufruit, d'être les premiers bénéficiaires de toute la valeur que ces technologies génèrent. Parce que si vous utilisez des technologies urbaines qui appartiennent à Google en Afrique, évidemment, vous continuez à enrichir une entité qui n'est pas africaine. Donc la richesse est relativement moins redistribuée sur le continent. Est-ce que vous dites qu'en réalité, on peut allier les deux? La Smart City et UpCity? Oui. Oui, UpCity, c'est foncièrement un projet de Smart City. On n'est pas technophobe, on veut faire de la ville technologique, on veut juste être propriétaire des technologies, on veut les comprendre, on veut pouvoir les ouvrir, savoir ce qu'il y a dedans. On veut que le bénéfice que ces technologies génèrent revienne aux populations elles-mêmes et que n'enrichissent pas quelques actionnaires je ne sais où. Sinon, c'est foncièrement un projet de Smart City. On assume complètement d'être un projet de Smart City. Parfait. Nous allons nous intéresser un peu à votre parcours dans les jours, mois, années qui viennent. Je veux parler sur de vos projets. Donc moi j'ai donc la chance maintenant de pouvoir être un peu en retrait du projet UpCity parce que c'est moi qui le portais. Est-ce que ça va marcher? En étant à côté, regarder, faire, on a souvent l'habitude de dire quand le papa n'est pas là. Non, ça va marcher, ça va marcher. Je vais vous dire pourquoi, parce que jusqu'ici, c'est moi qui finançais entièrement ce projet et c'était le principal atout du projet. Ça permettait qu'il y ait une vision forte et que je n'ai pas spécialement forcément de négocier mes intuitions. Mais c'était aussi sa faiblesse parce que évidemment j'étais dans une espèce de sacrifice permanent pour pouvoir continuer à faire vivre ce projet. Et donc normalement le fait qu'aujourd'hui on ait fait une levée de fonds nous permet d'être relativement à l'aise, de pouvoir avoir du recul sur nos échecs, de nous dire bon c'est pas grave, on va réessayer, on a les sous pour le faire, ce recul qui était plus difficile à faire quand c'était un investissement privé. Et surtout, je mets en place une équipe assez impressionnante de gens à la fois très qualifiés, mais aussi qui comprennent la vision, qui l'épousent complètement et qui, je crois, vont m'impressionner moi-même. Et puis surtout, je reste au conseil d'administration donc de UpCity, qui devient une espèce de coopérative dédiée à l'aménagement des Smart Cities. Est-ce que vous dites que vous avez bien sûr d'autres choses à faire? Oui. Et ça m'intéresse et ça nous intéresse. On veut avoir une idée. Alors j'ai un projet très précis, très clair, très simple, mais dont je ne peux pas encore parler publiquement. Même si c'est public, je n'en parle pas pour l'instant dans le détail, puisque pour celui-là aussi, il faut que je monte une équipe, il faut que ce soit de la négociation et que ce soit un projet le plus partagé, le plus inclusif possible. Donc les mois prochains, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler à ce projet, essayer de convaincre le maximum de gens que c'est pertinent ce que je veux faire. Et je vous reviendrai dès qu'on aura l'ADN de la chose ou dès qu'on aura écrit le manifeste de ce futur projet qui, comme tout ce que je fais, vise la même chose, permettre de faire localement en Afrique, montrer que l'Afrique a le potentiel de civiliser le monde. En tout cas, il a désormais le potentiel de civiliser le monde. Voilà. Donc je vais faire ça, mais à côté, je vais enseigner dans les prochains mois à Berlin. C'est la première fois que je vais enseigner sur de la durée. Donc, je suis très excité de faire ça. J'ai des livres qui sont censés sortir. J'ai ces projets dans le sport et la musique, dont vous allez entendre parler bientôt. Voilà, donc je ne vais pas m'ennuyer, je crois. Parfait. Alors, pour d'autres encore, on dit Senam et Kofi, Agbodino, est beaucoup plus tourné vers l'extérieur. Que répondez-vous à ces personnes-là? C'est pas vrai du tout. C'est pas. Je suis à Wellab. Les portes sont ouvertes. N'importe qui peut rentrer et avoir 30 minutes
15 minutes de discussion avec moi. C'est juste que l'extérieur me sollicite énormément, mais moi je vais partout où on m'invite. Et si on m'invitait au Togo et on me créait de l'espace où je peux faire à ma manière, c'est-à-dire être complètement libre, je ne suis pas prêt à dealer avec des considérations qui pourraient être complètement des considérations togolaises. Je serais très heureux d'être très présent au Togo. C'est juste qu'on ne m'invite pas. Est-ce que tout le monde a la chance de collaborer n'importe qui, vous, oui, complètement, complètement. Oui. Oui. Complètement. Ok. Parfait. On tend vers la fin de notre entretien de ce jour. On sait que vous avez eu à toucher plusieurs points et vous avez parlé de certains ouvrages. Et ces ouvrages-là portent sur quoi? Alors, oui, alors il y a de tout. Hein. Il y a de tout. Alors, pour vous dire qu'il y a de tout, il y a de la poésie, il y a de l'essai, il y a de la littérature. C'est des thèses de jeunesse que je publie via une plateforme qui est édition.lafricaine.org. Et j'avais commencé à faire ça dans le cadre de la levée de fonds. En fait, je donnais les livres en contrepartie aux gens qui finançaient, en financement participatif. Et puis, ça fait une sorte de petite maison d'auto-édition actuellement, avec en tout cas 3 livres déjà prêts à la commande, 4 ou 5 autres qui devraient sortir bientôt. Et puis, je me suis pris au jeu et maintenant, il y a aussi un projet chez un éditeur très officiel, un éditeur français pour cette année. Cher Agbodji, nous, c'est enseignant en devenir. Vous l'avez dit. Vous allez enseigner quoi? Alors, je vais enseigner, je vais participer à un séminaire, en tout cas, je vais porter un cours qui s'appelle la cosmogonie comme nouveau paradigme du design. Profond, tout voilà. Ça. Alors pour faire très simple, c'est que aujourd'hui on crée, on design, on est dans les laboratoires d'innovation, on est dans les écoles de design sous une loi, une considération qui est qu'on doit faire des choses pour qu'elles pénètrent un marché. Donc faire de l'argent est le critère qui dirige tout dans les écoles d'innovation et les écoles de design. Alors moi je propose une alternative à cette vision-là en considérant que on peut développer des produits, des objets et les développer y compris avec un modèle économique, mais en considérant que faire de l'argent n'est pas le vrai critère pour mesurer si l'objet est bien ou pas, mais intégrer d'autres critères. Et ces critères-là, je vais les chercher dans la cosmogonie, c'est-à-dire les récits mythiques à l'origine des peuples, parce que dans la cosmogonie, vous avez toujours 2 choses. Vous avez quelque chose qui est verrouillé, qui est antinaturaliste, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que l'homme est hors de la nature, l'homme doit toujours dealer avec la nature, et quelque chose qui est anti-individualiste, c'est-à-dire l'homme n'existe pas sans les autres hommes. Donc cet antinaturalisme et cet anti-individualisme qui est patrimonialisé dans les cosmogonies, dans les récits, les mythes anciens, est ce qui manque au paradigme qu'on largement partagé aujourd'hui, qui vient de l'Occident. L'Occident a fondé depuis les Lumières à peu près, que l'homme devait se réaliser en se coupant de la nature et en soumettant la nature, et que l'homme était encore plus réalisé s'il se coupait du groupe, s'il était individuel, et toutes les théories de la concurrence de tous contre tous, etc. Donc c'est le naturalisme et l'individualisme qui sont le fondamental de la pensée moderne occidentale, qui a été importé jusque sous nos latitudes, qui est problématique. Et comment créer un nouveau fondamental de la pensée? Je vais chercher des éléments dans la cosmogonie et je fais un cours de design pour dire qu'on peut dessiner une très jolie cuillère, on peut faire un smartphone qui est diffusé largement demain, mais en ne considérant pas que ce qui est le plus important, c'est d'être naturaliste et individualiste, c'est-à-dire faire de l'argent. Mais le plus important devrait être que le smartphone ou la cuillère, dans son processus de production, ne crée aucune crise, aucun conflit avec la nature et ne fait pas des sociétés de plus en plus atomisées, de plus en plus individuelles. Alors, nous, comme ça, on est un peu âgés déjà. Pourquoi ne pas commencer par former des petits, déjà pour révolutionner ce monde qu'on a tant souhaité avoir, que vous prenez tant à travers différents types de propositions que vous avez. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, même si vous êtes certainement moins jeune que moi. Bon, c'est une façon de parler, oui. Alors, il y a quelque chose de déjà perdu à partir d'un certain âge par rapport à ce dont on parle. La révolution du digital est beaucoup plus simple. En fait, c'est un train où on peut plus facilement embarquer les gens quand ils sont petits.
Donc on a un programme, nous, à WellApp, qui s'appelle Open Code Academy, pour les gamins à partir de 6-7 ans, où donc on leur apprend les nouvelles technologies sur une année. L'enfant vient avec un projet, c'est comme une sorte d'incubation, et nous, on lui délivre tout un tas de formations, et à la fin de l'année, il soumet le projet qu'il aura réussi à développer grâce à tout ce qu'on lui délivre comme formation. Et c'est vrai que c'est le pari à faire. Quand on parle de 2050 et de ce futur un peu problématique où des grandes villes vont émerger, on parle de la vie de gens qui aujourd'hui ont entre 5, 6, 7 jusqu'à 10 ans. C'est eux qui vont devoir tenir cette situation-là et dealer avec cette situation. Donc il faut commencer à les préparer dès aujourd'hui, plutôt que de vouloir développer des solutions pour dans 30 ans. Il vaut mieux faire des gens qui dans 30 ans seront capables, quel que soit le problème, de l'adresser. Parfait, parfait. Voici pratiquement à la fin de cette émission. En résumé, qu'allons-nous retenir de Sénamé en quelques 2-3 mots? Bon, vous retenez ce que vous voulez, ce qui vous aura le plus intéressé. Donc UpCity, c'est une vision pour le futur technologique des villes africaines. Il me semble que c'est la meilleure réponse aujourd'hui à la question de l'avenir technologique des villes. Malheureusement, on l'a porté 10 ans en expérimentation, un peu bricolé avec nos propres fonds. On a désormais de la ressource, mais si on peut en avoir encore plus et pouvoir passer à l'échelle dans cette expérimentation, on prend un gage, une option certaine sur la résolution des problèmes qui se profilent. Parfait, merci d'être passé. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour votre fidélité. On se dit à très vite.